Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à la librairie Passaporta pour cette rencontre avec Amandine Gay et Kautar Archi. Bonjour et merci d'être venus. Vous pouvez prendre vos micros. Je te laisse ton micro. Voilà, la rencontre va durer 1 heure. Comme c'est peu pour des ouvrages aussi riches et des personnalités aussi intéressantes, je ne vais pas faire de questions publiques. Mais en revanche, il y aura une séance de dédicace à l'issue de la rencontre, pendant laquelle vous serez libre de poser toutes les questions que vous désirez poser à nos 2 autrices. Voilà. Donc Amandine Gay, Kautar Archi, merci d'être venue parmi nous. Nous sommes vraiment très heureux de passer la soirée en votre compagnie et de vous entendre parler de vos ouvrages respectifs. Voilà, donc Une poupée au chocolat, paru cette année aux éditions de la Découverte. Ça, c'est super. Et comme nous existons, merci, c'est pas une note très ordonnée. Donc comme nous existons, paru cette année. C'est la même, en même temps, ça peut devenir un running gag. Voilà, ces 2 ouvrages qui sont parus cette année traitent de 2 sujets différents, donc avec des voix différentes, mais qui sont les vôtres, mais ils se répondent et ils se font écho de manière troublante. Voilà. Amandine Gay, vous êtes née à Lyon en 1984. Vous êtes réalisatrice, chercheuse, diplômée de Sciences politiques Lyon, des Arts dramatiques de Paris et de l'Université de Montréal. Dites-moi si je me trompe. Non, en 2021, parallèlement à la sortie de votre très beau film Une histoire à soi, qui traite du parcours de 5 enfants, enfin 5 adultes qui ont été adoptés enfants par des familles françaises, mais qui sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, de Corée du Sud, d'Australie et du Rwanda, ce que vous allez nommer dans votre livre l'adoption transnationale. On y reviendra tout à l'heure. Vous sortez en parallèle Une poupée en chocolat, qui vient équilibrer ce film par votre histoire à vous, qui est votre histoire d'adoption. Kautar Archi, vous êtes née en 1987 à Strasbourg, dans une famille marocaine. Vous êtes chercheuse en sociologie et vous êtes romancière aussi. Vous avez publié 3 ouvrages avant ce dernier, dont un essai qui est paru chez Pauvert en 2016 et qui est intitulé « Je n'ai qu'une langue et ça n'est pas la mienne ». Dans Comme nous existons, qui se tient donc aux frontières du roman et de l'essai, vous bâtissez un récit qui est monté sur des souvenirs d'enfance, d'adolescence et de vos premiers pas dans l'âge adulte, où on vous voit vous construire dans votre famille, votre quartier, vos établissements scolaires et cette ville que vous ne nommez jamais mais qu'on soupçonne être Strasbourg. Voilà, donc vous faites débuter votre roman comme le fondement de votre identité par un film que vous regardez régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup aux personnes qui ont permis cette rencontre avec Amandine Gay. Je suis très contente qu'on se retrouve et qu'on puisse publiquement échanger et se parler. C'est effectivement la scène fondatrice du livre. C'est de cette manière-là que le récit commence, sur moi qui regarde mes parents en train eux-mêmes de regarder le film de leur mariage. Et l'ambivalence de cette scène, ou en tout cas la manière dont je m'en souviens, c'est quelque chose qui relève d'une forme de non-coïncidence ou de non-reconnaissance, puisque je n'ai pas tout de suite compris, étant enfant, que cet homme et cette femme qui étaient sur l'écran de la télévision étaient mon père et ma mère. Pour moi, c'était un très bel acteur, une très belle actrice, mais ce n'était pas mon père et ma mère. Et dans cet écart, dans cette non-coïncidence de cet homme et cette femme, de mon père et de ma mère, je crois qu'effectivement, beaucoup de choses se sont insinuées. Et je crois que j'ai surtout ressenti que quelque chose s'était passé, que quelque chose était arrivé, que quelque chose nous était arrivé, que nous vivions dans la crainte que cette chose dont je ne savais pas exactement, je ne savais pas ce que c'était, je savais simplement que des choses étaient arrivées et qu'il ne fallait pas qu'elles se reproduisent. Donc effectivement, ça a inscrit un mouvement, ça a inscrit une certaine forme de vie, ça a inscrit un certain rapport
à l'existence et à plein d'autres choses dont on va sûrement parler au fur et à mesure. Et donc votre famille, est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce c'est vos parents qui ont émigré en France ou est-ce que c'est vos grands-parents? Ce sont mes parents qui ont émigré en France au tournant des années 80. Et je fais partie de ceux qu'on a souvent appelés les enfants de la seconde génération. C'est vraiment des termes qui sont pour moi des termes absolument détestables. Je trouve ça très difficile qu'on continue de nommer des individus par vagues générationnelles successives, comme on parle de vagues migratoires avec ce sentiment qu'il y a un flux et un reflux. On continue aussi de parler de la question du déplacement postcolonial comme quelque chose qui touche les générations, et ce sont des générations que l'on peut compter, ce sont des générations que l'on pourrait déterminer. C'est surtout une manière, entre guillemets, de ne pas accepter que des individus, entre guillemets, appartiennent au corps national, et donc on a toujours besoin de les signifier, on a toujours besoin de les nommer, on a toujours besoin de les renommer, etc. Mais effectivement, mes parents sont venus en France au tournant des années 80, des migrants marocains postcoloniaux. Et donc ils s'installent dans un quartier de Strasbourg, duquel vous allez aussi beaucoup parler, parce que c'est le quartier dans lequel vous grandissez, mais c'est le quartier dans lequel vos parents souhaitent que vous ne vous intégriez. Enfin, c'est le quartier duquel vos parents souhaitent vous faire sortir. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce quartier et celui dans lequel ils vont vous placer? Oui, c'est un quartier populaire qui a longtemps été l'espace typique de relégation des travailleurs et des travailleuses. Puis au début des années 1970, l'espace a été réaménagé, entre guillemets, pour pouvoir accueillir dans des logements, dans des grands ensembles, comme on dit en France, ces populations-là qui s'étaient par ailleurs installées et qui avaient par ailleurs décidé de faire famille en France. Et ma scolarité s'est déroulée dans une école au sein de laquelle les choses se passaient de manière plutôt simple. Et les choses ont basculé à partir du moment où il a été question de déterminer le collège auquel j'allais être inscrite, collège de secteur. Et comme je dis dans le récit, mon réflexe premier a été tout simplement de considérer que ma place était aux côtés des jeunes filles, jeunes garçons, jeunes enfants avec lesquels j'étais dans ce collège. Et ma mère, au contraire, a fait un autre choix. Elle a décidé de m'inscrire dans un collège privé catholique qui se situait en dehors de ce quartier au sein duquel nous vivions. Et ce qui m'a surtout intéressée dans le livre, c'est bien évidemment de parler de cette histoire de déplacement, partir très tôt le matin, rentrer tard le soir, et ce que cela signifie en termes de rupture, en termes d'éloignement du monde natal, en termes de confrontation de monde, avec un monde qui se présentait comme supérieur, avec un monde qui se présentait comme plus égalitaire, avec un monde qui se présentait comme plus ouvert. Et dans ce récit, dans le chapitre en tout cas qui porte cette scène-là, j'essaie surtout de montrer à quel point ma mère a pu intérioriser à travers des échanges, mais aussi à travers l'ensemble des discours qu'elle entendait au quotidien, l'influence des discours télévisuels, des discours tenus à la radio par des hommes politiques, toutes ces choses qui nous entourent, à quel point la réussite sociale, ou en tout cas quelque chose que ma mère a souvent appelé l'avenir, n'était possible qu'à partir du moment où une rupture définitive était entamée avec le lieu au sein duquel nous étions nés. Et cela signifie aussi, et c'est un point qui était pour moi très, très important de creuser, cette idée selon laquelle c'était au sein du monde blanc, c'était au sein du monde des centres-villes, au sein du monde des écoles privées, bourgeoises, que les enfants arabes et noirs avaient la possibilité de s'élever socialement, mais de s'élever aussi moralement, de s'élever aussi intellectuellement. Donc j'essaie toujours de mettre en parallèle ce paradoxe, ou en tout cas cette sorte d'ambivalence, à savoir avoir été déplacé scolairement, voire même placé scolairement, et le prix, ou en tout cas le fondement
de ce placement qui était un fondement d'ordre racial, d'ordre raciste. C'est-à-dire que si vous vouliez réussir, ou en tout cas si vous espériez faire réussir vos enfants, il fallait les éloigner de vous-même. Il fallait les éloigner de votre propre monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement mobilisé pour mettre en valeur les mécanismes extrêmement complexes qui montrent à quel point l'ordre familial est souvent bousculé par l'ordre racial et l'ordre social de manière un peu plus générale. Comment il y a une forme d'interpénétration des ordres au sein d'un seul espace. Et du coup, ce sentiment de déplacement, d'arrachement et en même temps de volonté d'intégration, dans votre livre, Comme nous existons, fait de manière assez étrange écho à ce dont vous parlez dans Une poupée en chocolat, puisque vous allez parler plutôt de l'adoption. Vous êtes donc né en 1984 à Lyon. Je suis Highlander, moi, la famille, attention. Vous êtes né sous X et dans les souvenirs que vous racontez de votre enfance et de votre adolescence, vous commencez, malgré cette espèce de fantasme d'intégration qu'on nous vend avec l'adoption, dans le fait d'intégrer une famille blanche dans une famille française, vous sentez quand même ce déplacement, cet écart. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, c'est vrai que dans le livre, effectivement, j'aborde ce que c'est qu'un parcours de personnes racisées, donc dans mon cas de femmes noires, en tout cas d'enfants noirs à la base, et puis ensuite de femmes noires dans une famille blanche, puisque je pense qu'il y a vraiment, tout le monde le sait ici, je pense que la question du tabou sur la question raciale en France, ou plutôt du refus de l'adresser sous un angle historique, social, économique, politique, etc., ça a un impact très concret dans la vie, dans le corps des personnes racisées, mais en particulier dans la vie des personnes adoptées, dont on nie l'expérience, quoi. C'est une forme d'expérience du gaslighting quotidien, c'est-à-dire qu'on grandit dans des familles qui veulent oublier et dans des sociétés qui prétendent oublier qu'on est différentes, tout en nous rappelant constamment qu'on est différentes et que donc on n'a pas complètement accès à ce qui est présenté comme l'objectif à atteindre, mais dans cette idée que plus vous vous rapprochez de la carotte et plus quelqu'un tire sur le fil, et donc finalement cet enjeu par exemple du terme même d'intégration, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne qui a été placée à 5 mois dans une famille blanche française ? Je pense que techniquement, à partir du moment où en France on a le droit du sol, on n'est pas censé s'intégrer. Donc comme disait aussi Kautar, les expressions du type immigré de deuxième génération, ça n'a pas de sens en fait. Je veux dire, l'immigration c'est un processus, c'est un acte à un moment donné. Quand vous avez terminé cet acte et que vous êtes devenu français, techniquement vous êtes français. Et donc vos enfants sont français, françaises, et donc ils sont plus liés à cette histoire d'immigration. Et donc l'enjeu de est-ce qu'ils sont intégrés ou pas intégrés, ça devrait pas être une question non plus, puisque on fait partie de la société, on paye nos impôts, on contribue, on travaille, on est là, etc. Ça devrait être ça, notre statut de citoyenne intégrée. Et finalement, c'est pas de ça dont il s'agit. Et c'est sûr que y a un côté comme de loupe sur ce phénomène-là, ce phénomène qui vise à nous reléguer à la marge en permanence, peu importe notre degré d'intégration réel ou concret. Et ça se voit très bien chez les personnes adoptées, puisque effectivement, on grandit au sein de ces familles blanches françaises, dépendamment des familles dans lesquelles on grandit, ce qui n'est pas le cas de la mienne, mais on peut explicitement vous nier l'expérience de la race. Ça, on le voit dans Une histoire à soi, où une des participantes raconte comment sa famille lui dit que pour eux, elle n'est pas asiatique, mais elle est asiatique. Du coup, qu'est-ce que ça sous-tend, cette idée que pour pouvoir faire partie de sa famille, il faudrait faire disparaître sa spécificité, sa caractéristique raciale, etc. Ou en tout cas que la famille refuse de le voir et de l'accepter. Donc c'est aussi tout cet écho à l'universalisme républicain français, à l'idée qu'il faut gommer les différences, que les différences sont menaçantes. Et donc plutôt que d'acquiescer et de juste décrire les choses telles qu'elles sont, nos enfants sont différents de nous, on est blanc, ils sont noirs, et on est une famille multiraciale qui a été constituée par l'adoption, etc. Ce discours très frontal-là, très clair sur ces enjeux, il n'existe quasiment pas. Et alors pour ma génération, on était vraiment de l'ordre de la pure chance. C'est-à-dire que moi je raconte ma vie.
en disant aussi que je me suis rendu compte, le temps passant, que j'avais vraiment eu de la chance par rapport à beaucoup d'autres adoptés transraciaux. Déjà parce qu'il y avait déjà un noir dans ma famille. Donc aussi une partie de la pédagogie raciale, qui est une chose qui est nécessaire en fait dans les familles blanches qui adoptent des enfants racisés, puisqu'elles n'ont pas cette expérience qu'ont les parents immigrés. Et ça, c'est aussi une chose dont je parle dans le livre. Quand vous grandissez au sein de vos communautés d'origine, vous pouvez quand même bénéficier de tous ces apprentissages que vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs, etc. ont fait, qui sont aussi des stratégies, qui est ce qu'en sociologie aux États-Unis on appelle la socialisation raciale. Donc c'est tous ces apprentissages explicites et implicites de comment vous comporter en tant que noir ou arabe ou asiatique dans la société blanche, de prévention de tout ce que vous allez entendre, subir, etc., de partage de stratégies de résistance. Tous ces éléments-là ne vous sont pas transmis quand vous grandissez noir dans une famille blanche. Et en plus, c'est vous qui devez apprendre à votre famille ce que c'est que l'expérience noire, quasi systématiquement. Donc ce que je disais, moi j'ai eu de la chance parce qu'il y avait déjà mon frère, j'ai eu de la chance parce que par pur hasard, ma mère avait un ami noir, et on sait que déjà aujourd'hui, ça court pas les rues les amis noirs, pour beaucoup de personnes blanches en tout cas. Donc voilà, dans les années 70, quand mon frère est arrivé dans la famille, c'était vraiment quelque chose, et là on parle d'un village en région lyonnaise, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de rare, mais qui fait qu'effectivement quelqu'un avait dit à mes parents, pour les cheveux de Daniel, il faut le peigne à grandes dents, etc. C'est mieux qu'il soit hydraté. Et même comme ça, je l'explique aussi dans le livre. Ma mère est la première à expliquer qu'ils n'étaient pas du tout préparés à accueillir des enfants noirs. Et que ça a été tout un apprentissage. Et c'est sûr que ça a des conséquences très concrètes. Ça a eu des conséquences très concrètes pour mon frère, et puis on en parlera peut-être plus tard aussi, de façon plus générale, sur quel est le parcours aussi des garçons noirs et arabes dans nos pays, qui est effectivement un autre écho dans nos deux livres. Et en fait, l'enjeu, c'est aussi ça, c'est de se dire, moi j'ai pu bénéficier d'une certaine façon aussi de tous les plâtres que mon grand frère a essuyés. C'est parce qu'une bonne partie du travail a aussi été fait dans la douleur pour lui, que quand les mêmes stigmatisations, les mêmes discriminations me sont arrivées à moi, là mes parents étaient préparés, étaient capables de lire la situation, de comprendre ce qui se passait. Et donc une des raisons aussi pour lesquelles je travaille, c'est que je pense que tout ce travail-là devrait être fait en amont. On ne peut pas faire reposer la charge de l'éducation des parents blancs sur les épaules de personnes adoptées racisées qui déjà doivent grandir dans des sociétés où on n'a pas décorrélé le faire famille du biologique. Donc on va nous demander à l'école, et moi ça a commencé avant l'adolescence, j'ai changé d'école à 5 ans, et les deux enjeux ça a été je te donne pas la main t'es noir, suivi de elle est où ta vraie maman. Et en fait, à partir de là, était planté le décor du reste de ma vie, quoi. C'était vraiment donc, on doit déjà évoluer dans des sociétés qui n'arrivent pas à penser la famille au-delà du biologique. On doit évoluer dans des sociétés où il y a du racisme, il y a toute une histoire en plus, spécifiquement par rapport aux communautés auxquelles vous appartenez. Il y a l'histoire coloniale de France, la négrophobie, c'est pas pareil que l'islamophobie, arabophobie, et c'est pas pareil non plus que l'asiatophobie. Donc en fait, il y a toute cette histoire aussi des projections, des représentations très spécifiques à qui vous êtes, qui vont vous être renvoyées, etc. Et donc tout ça, c'est déjà beaucoup à négocier quand en plus vous devez au sein de votre propre famille faire de l'éducation sur oui, le racisme existe, oui, j'ai une expérience différenciée, oui, vous devez vous positionner aussi. Moi, je fais l'argument dans ce livre qu'il n'y a pas de... il faut arrêter avec cette idée qu'il y a un espace du non-racisme. Soit on se mobilise concrètement, activement dans l'antiracisme, et donc ça veut aussi dire qu'en tant que famille blanche de personnes racisées, on n'est pas juste là à dire moi j'ai jamais voté à l'extrême droite, j'ai jamais tenu de problématique, donc ça va. Non, ça va pas en fait. Si vous vous taisez quand votre oncle raciste fait des blagues de merde à Noël, si vous avez laissé passer un certain nombre de choses terribles qui ont été faites à vos enfants à l'école, etc., parce que vous voulez pas déranger, mettre la mauvaise ambiance, vous n'êtes pas des alliés, vous n'êtes même pas des bons parents s'il s'agit là des relations familiales. Il s'agit d'être intransigeant en fait. Y a pas, c'est le paradoxe de l'intolérance, quoi. On ne discute pas avec les intolérants, on casse l'ambiance à Noël. Je veux dire, il faut retourner les tables. Il n'y a rien qui doit passer, quoi. En particulier, s'il s'agit de vos enfants, ça ne doit pas être un sujet tabou pour vous. Ça doit avoir été pensé en amont. Merci. Et Kautar, pour faire écho à ce que dit Amandine, vous racontez
Comme nous existons, que vous faites l'objet d'un traitement particulier du coup au collège, tant de la part de votre camarade que de la part de vos enseignants. Est-ce que raconter ça vous permet de déconstruire l'image qu'on se fait de l'intégration républicaine? Comme Amandine, le terme intégration ou le terme identité sont vraiment des termes très dérangeants pour moi. Ils sont le cœur absolu du problème, c'est-à-dire qu'en continuant à réfléchir avec cette idée selon laquelle il existerait un stade où nous sommes intégrés, a fortiori de manière républicaine. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être intégré de manière républicaine. C'est quelque chose qui effectivement pose question, et il faut vraiment mesurer l'énergie qui est déployée au quotidien par le biais des politiques d'État, mais aussi par le biais des discours hégémoniques produits par les appareils médiatiques, etc., pour maintenir des populations entières dans un sentiment d'illégitimité, en fait, dans un sentiment selon lequel elles ont les pieds sur le sol, elles sont présentes sur le territoire français. Mais en vérité, ce que tout le monde pense et ce que tout le monde dit de plus en plus, c'est qu'en fait, elles n'ont rien à faire là. Et elles devraient rentrer chez elles, et elles devraient disparaître, et elles devraient être l'objet, entre guillemets, de remigration, pour reprendre le vocabulaire d'extrême droite. Donc tout ça, la question des termes et la question de la nomination, c'est un enjeu politique absolument fondamental. Et dans ce texte-là, évidemment, l'un des soucis qui était le mien, c'était de réussir à utiliser, on pourrait dire, le médium du traitement littéraire pour parler de choses politiques, pour parler de la question raciale de manière centrale, bien qu'elle est, bien évidemment, comme on le sait, traversée par la subalternité de genre, de classe. Donc il y a énormément de choses qui se mêlent et qui créent un échange qui effectivement peut placer au centre la question ou la perspective intersectionnelle. Et dans le cadre évidemment de l'école, la question se pose encore plus. L'école a été durant de longues années, et elle l'est plus que jamais aujourd'hui, un lieu où les populations étaient faites et où les populations surtout étaient défaites. De nombreuses enquêtes sociologiques ont pu porter sur cette question, et elles montrent à chaque fois à quel point l'école est loin d'être un sanctuaire. L'école n'a pas pour fonction d'être un sanctuaire. Au contraire, l'école est pleinement poreuse en tant qu'institution aux violences qui structurent la société. Et ces violences-là, qui sont à l'origine d'inégalités sociales absolues, ne sont pas combattues par les politiques éducatives qui sont mises en place. Elles sont même, on pourrait dire, entretenues par une forme de méconnaissance, si on reprend le vocabulaire bourdieusien classique. Et je pense que cette question est extrêmement importante, d'une part parce qu'à l'école, les publics scolaires sont traités de manière distincte. On estime que certaines populations d'enfants ont des difficultés du fait des conditions socio-économiques qui sont celles de leurs parents. Et on estime, à contrario, que d'autres populations ont des difficultés qui, au contraire, ne sont pas du tout liées aux conditions socio-économiques d'existence, mais à la fameuse question culturelle, à la fameuse question des origines, à la fameuse question de l'interculturalité, à la fameuse question des cultures familiales, etc., etc. Et on voit à quel point l'institution scolaire a été une institution à l'intérieur de laquelle cette idée selon laquelle il existerait des différences culturelles qui rendraient incompatibles des formes d'intégration, et le nœud, on pourrait dire, est l'enjeu central de ce que nous continuons à affronter au quotidien. C'est-à-dire cette idée que finalement, lorsque vous êtes porteur d'une certaine culture avec énormément de guillemets évidemment dans ma bouche, vous êtes un peu l'huile qui ne réussira jamais à se mélanger à cette eau pure française. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et dans le récit, je reviens beaucoup sur
Cette idée-là, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, que ce récit, je l'ai beaucoup écrit contre ma culture, au sens où je l'ai écrit contre la culture qu'on ne cesse de me prêter. Culture musulmane, culture arabo-musulmane, culture arabo-islamique, culture de banlieue, culture des femmes arabes, etc. Il y a une multitude, entre guillemets, de cultures qui ne sont pas mes cultures, qui sont simplement déjà les cultures qu'on ne cesse de me prêter, et des cultures qu'on ne cesse de me prêter pour mieux me priver par ailleurs. La question, évidemment, des droits, elle se pose de manière cruciale. Et quand je dis moi, je ne parle pas de moi dans ma singularité propre, mais davantage en tant que membre des populations minoritaires, c'est-à-dire des populations qui ne cessent d'être construites comme un problème qu'il faut régler. Alors parfois il faut le régler avec la politique de la ville, parfois il faut le régler avec davantage de policiers, parfois il faut le régler avec l'armée, parfois il faut le régler avec la suppression des aides familiales. En tout cas, il y a tout un arsenal de mesures qui sont mises en place pour que ce problème soit pris en charge et disparaisse. Mais bien évidemment, derrière la disparition du problème, en fait, ce qu'on vise, c'est la disparition des populations elles-mêmes, symboliquement ou matériellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental. On a grandi beaucoup, en tout cas, avec cette idée d'un background colonial extrêmement puissant. La société française est une société post-coloniale, même si elle refuse absolument de se percevoir de cette manière-là. Et je pense que ce récit-là, comme le récit d'Amandine, cherche à faire cela, en fait, cherche d'une manière ou d'une autre à poser la question de manière frontale, à rejoindre le point A par le point B, sans rejoindre une multitude de points qui ne sont que des formes de féminisation supplémentaires de la question et qui ne sont que des manières de nous faire perdre du temps, parce que malheureusement nous ne vivons pas jusqu'à 1000 ans, donc les choses doivent aller vite, elles doivent aller de manière rapide, massive et directe, et la littérature peut parfois permettre cela, en se greffant bien sûr à d'autres activités militantes, politiques, associatives, etc. Et pour revenir à votre roman, enfin votre essai ou roman, et à la violence justement, il y a un événement, il y a une espèce de tournant dans le récit où vous racontez ce qui s'est passé dans votre quartier avec un jeune homme qui s'appelle Ahmed, qui a eu des démêlés avec la police qui l'ont conduit à se suicider plus tard en prison, et on sent comme un tournant. Est-ce que vous l'identifiez comme une sorte de révélation et de déclencheur chez vous dans votre manière d'envisager politiquement votre situation ? Comme le disait Amandine auparavant, je pense que ce qu'on appelle classiquement les masculinités minoritaires, en opposition avec la masculinité hégémonique, se pose de manière de plus en plus cruciale, puisqu'on voit bien que les garçons racisés sont saisis par les appareils racistes comme des dangers publics qu'il faut réussir à contenir, notamment par exemple dans les formes de circulation. Donc c'est la question du corps circulant qui se pose de manière évidente. Et dans le cas des jeunes filles, on est dans une forme d'exotisation qui les pose davantage comme objet sexuel ou comme objet sexualisé. Et c'était quelque chose pour moi d'extrêmement important, effectivement, de dire que cette situation, elle est liée en fait. C'est-à-dire que ce que vivent les garçons racisés dans leur corps, dans leur image, dans leur rapport à eux-mêmes, dans leur rapport à leur propre estime, est absolument construit aussi sur ce que l'on permet, ou sur ce qu'on a tendance à permettre aux jeunes filles. Avec cette idée finalement que quand on se positionne de manière antiraciste ou quand on prône l'antiracisme, quand on prône le féminisme, on ne peut pas éluder la question de la situation masculine uniquement parce qu'elle revêtrait d'une situation qui ne nous concernerait pas. Et ça, c'est quelque chose qui parfois se produit, et il me semble que c'est une chose qui est de plus en plus présente, puisque si vous avez pu suivre par exemple le combat qui est porté par Assa Traoré avec le comité pour
Justice et vérité pour le frère d'Assa, Adama Traoré. On voit à quel point un potentiel politique fondamental existe à cet endroit-là. Et mon ambition, à la lumière de ces quelques éléments, c'était évidemment de me saisir de cette scène-là pour dire que des corps particuliers, du fait de leur apparence, sont considérés comme de moindre valeur, sont considérés comme étant peut-être moins légitimes à demeurer vivants, à demeurer parmi nous. Et ça, c'est une question absolument fondamentale. Ça pose la question de la vie et de la mort. Ça pose la question de qui doit mourir pour que d'autres personnes puissent vivre. Ça pose évidemment la question des frontières. Et ça pose la question aussi, bien sûr, de la justice, des crimes policiers, mais surtout de leur impunité. Et je crois que ça fait partie des combats extrêmement anciens qui sont menés depuis un certain temps, mais qui ne cessent pourtant d'être nos combats contemporains. Donc il y avait cet enjeu-là, évidemment, de poser cette question du rapport à la police et de la question de la jeunesse, puisque tout le monde n'est pas jeune durant la même période. Donc la question de la jeunesse, la question de la police, jeunesse masculine, est extrêmement importante pour moi. Et on la retrouve dans votre livre, Amandine, quand vous reprenez justement toutes ces statistiques qui parlent du nombre de personnes incarcérées qui ont été adoptées ou du nombre de personnes SDF qui ont été adoptées. Est-ce que vous dites au tout début du livre une très belle phrase toute simple que j'ai dû laisser tomber par terre. Vous citez Bourdieu et vous dites « C'est vrai, je ne sais pas raconter mon histoire sans la lier au contexte politique ». Oui, alors c'est vrai que les statistiques qui sont citées dans le livre, elles concernent les enfants placés, qui sont donc pas tous adoptés par la suite. Et donc en France, celle qu'on a comme statistique, c'est que 2 SDF sur 3, donc 2 personnes qui n'ont pas de domicile, est passée par l'aide sociale à l'enfance, donc les services qui sont censés donc protéger les enfants et leur permettre, voilà, dans un cas de placement administratif ou judiciaire, d'avoir un accompagnement, voilà, psychosocial, pédagogique, etc. Et donc si en bout de course, on a une population qui dans la rue, voilà, 2 personnes sur 3 sont là en étant passées par l'aide sociale à l'enfance, bah, ça pose une vraie question sur quelle protection de l'enfance on a mis en place en France. Et du coup, moi, une des raisons pour lesquelles je parle beaucoup de statistiques, mais aussi de la difficulté à travailler sur ces questions d'un point de vue sociologique en France, c'est parce qu'on n'a pas les statistiques ethniques. Du coup, si on veut vraiment avoir la photographie d'un sujet donné et vouloir le résoudre un problème donné, encore faudrait-il pouvoir le mesurer et avoir vraiment conscience de où se produit la rupture. Et donc, je fais cet argument dans le livre, puisqu'on a ces statistiques dans d'autres pays donc, qui nous ressemblent, c'est-à-dire des pays marqués par une histoire ou coloniale ou esclavagiste, ou les deux, donc qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, du Canada ou des États-Unis. Et en fait, dans ces pays-là, où donc sont pratiquées les statistiques ethniques, on se rend compte qu'il y a d'abord en fait le problème de la une des raisons pour lesquelles. Est-ce qu'il y aurait un incendie ou quelqu'un n'a pas mis l'alarme? Ou une personne a oublié sa pilule. Ça a respiré trop fort. Non. Tu veux continuer? Ça, c'est fini. C'est fini. Merci.
Oui, et donc un des enjeux des statistiques ethniques, et une des raisons pour lesquelles pendant très longtemps en France les gens s'y opposaient, c'était que ça risquait au contraire d'accroître le racisme, parce que par exemple en ayant des statistiques ethniques, on risquait de voir qu'il y avait une surpopulation noire et maghrébine en prison. Mais ça en fait c'est prendre le symptôme pour la maladie. Même s'il y a une surreprésentation carcérale pour des personnes noires et arabes, en particulier des hommes noirs et arabes, l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'ils y sont arrivés en prison, pour quel type de délit par exemple. Ça nous permettrait de savoir si, comme dans les pays précités, à délits égaux, en particulier avec le cannabis, dont on sait par ailleurs, si vous êtes un peu intéressé sur le sujet, justement la question des drogues comme outil de criminalisation de populations pauvres, mais aussi de populations non blanches, voilà, il y a tout un répertoire sociologique sur ces sujets-là. Et donc du coup, c'est pas parce qu'on se rendrait compte qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison que du coup, ça voudrait immédiatement dire qu'on pourra encore plus stigmatiser nos populations. Ça pourrait aussi nous donner des armes pour dire, mais regardez en fait la rapidité avec laquelle on peut se retrouver en prison. Mais en plus, avoir ces statistiques-là dans le détail, ça permet au contraire de rembobiner le film comme c'est fait dans les pays anglo-saxons. Et en fait, la première étape, c'est celle de la régulation familiale, que je n'appelle pas de travail social, que j'appelle régulation familiale aussi, comme c'est fait dans les pays anglo-saxons, pour une raison très simple, qui est que c'est le moyen de montrer ce que disait Kautar, comment l'État s'insère dans les familles pauvres ou racisées au sens de et ou quoi, au travers du travail social. Et donc en fait, ce qu'on sait dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est que dans les cas de placement administratif, donc les placements judiciaires, c'est dans les cas de placement pour violence, et donc là, on va admettre que là-dessus, on ne débat pas de la légitimité, même si dans les cadres de violence, il y a aussi des pays où on décide qu'on va quand même essayer de maintenir la structure familiale et donc d'aider à la résolution de problèmes. Et là, on arrive à toutes les questions aussi de justice réparatrice, etc. Et donc en particulier dans les communautés noires, arabes, quand on n'a pas envie forcément de faire éclater aussi la communauté parce qu'on vit d'autres discriminations, etc., on peut se tourner vers ces processus-là. Mais n'allons que vers les placements administratifs dont on va dire qu'ils sont moins controversés. Vis-à-vis de la justice réparatrice. Les placements administratifs, c'est à l'appréciation de la travailleuse sociale. Un placement administratif, ça peut être par exemple pour des carences pédagogiques, éducatives. Vous avez un adolescent, une adolescente qui manque beaucoup trop l'école. Il y a un signalement au niveau de son collège, lycée. On vous envoie les travailleuses sociales et ensuite, à un moment donné, voilà, il va y avoir une décision qui est prise de retirer l'enfant ou l'adolescent de la famille et de placer cet enfant en foyer. L'enjeu, c'est justement ça, c'est ce moment-là en fait. C'est de quelle famille on retire les enfants et à quelle vitesse pour des raisons qui sont des raisons socio-économiques, politiques. Quand il y a des carences éducatives, est-ce que c'est parce que les parents sont trop absents? Est-ce que les parents sont trop absents parce qu'en fait, ils ont un travail qui les empêche d'être présents, etc. Et dans ce cadre-là, s'il s'agit d'enjeux qui sont liés à l'absence des parents le soir, est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de garde d'enfants le soir? Ou est-ce qu'on pourrait avoir plus d'aide sociale pour les familles monoparentales ou les familles pauvres, etc. Et donc, en fait, les solutions qu'on a aujourd'hui dans le cadre du travail social, de mon point de vue, visent à criminaliser le plus tôt possible les familles et donc aussi les enfants pauvres qui très souvent en France sont aussi des personnes racisées. Et donc ensuite, quand on poursuit le fil de ces statistiques, on se rend compte que dans les pays anglo-saxons, encore une fois, la proportion très forte, la corrélation très forte qui existe entre placement en foyer et prison. Parce qu'en fait, le placement en foyer, ça peut aussi être la première étape de votre criminalisation. En France, on a aussi ce qui s'appelle les centres éducatifs fermés. Et donc les centres éducatifs fermés, ce sont en fait des prisons pour mineurs. Et les prisons pour mineurs, vous n'y allez pas seulement si vous avez commis certains types de délits. Vous pouvez aussi y aller après un certain nombre de fois où vous n'avez pas respecté les règles de votre foyer, par exemple. Donc, on vous enlève de votre famille pour carence éducative. Il n'y a pas de violence. C'est juste que vous êtes dans une famille pauvre et puis à un moment donné, vous n'arrivez plus à suivre l'école, etc. Parce que dans des familles moins pauvres, votre enfant qui arrête d'aller à l'école, etc., on ne va pas forcément directement vous envoyer les services sociaux. Ou alors, vous allez pouvoir, à un moment donné, lui payer une boîte à bac, ou vous allez dire, je te mets dans le privé, etc. Donc, il y a aussi tout un ensemble de stratégies auxquelles ont accès les familles bourgeoises, auxquelles n'ont pas accès les familles pauvres et ou racisées. Donc, votre enfant est placé en foyer. Et puis il se peut que dans les foyers aussi, il y a de la violence. Ce sont aussi des lieux où vous pouvez avoir de la violence de la part des adultes, de la violence entre enfants, etc. Votre enfant fugue du foyer à un certain nombre de reprises et votre enfant se retrouve en centre éducatif fermé. Donc là, il se retrouve en prison pour mineurs. Jusqu'ici, il y a eu 0 délit commis. On est juste vraiment dans une pure cascade de ce qui peut vous arriver quand vous êtes pauvre. Et puis en fait, ça c'est aussi un fait statistique.
plus vous avez passé du temps en collectivité et fermé, plus votre intégration, on va prendre ce mot-là, dans la société va être difficile. Et donc, à l'âge adulte, la proportion de chances que vous fassiez du coup un séjour et que vous soyez de nouveau incarcéré, mais cette fois-ci en tant qu'adulte, est d'autant plus élevée. Et quand on regarde aussi les statistiques entre addiction, sans-abrisme et enfants placés, là on se rend compte qu'effectivement la proportion statistique de se retrouver en prison est encore plus élevée. Et donc pour moi l'enjeu c'est ça en fait, c'est de se dire à un moment donné, si on n'est pas en mesure de regarder toute cette chaîne-là et qu'on vous parle juste de protection de l'enfant et que personne ne s'intéresse à savoir si ces enfants, une fois qu'ils sont devenus majeurs, par exemple, ils ont un toit déjà, ne serait-ce que ça. Ils ont eu accès à une éducation. En fait, ça n'intéresse personne. Et donc pour moi aussi, il y a un enjeu de cette décorrélation entre les enfants et les adultes quand il s'agit des enfants des pauvres. Parce que par contre, encore une fois, dans les familles bourgeoises, blanches, etc., des stratégies sont mises en place, et ça aussi, on le voit très bien dans le livre de Kautar, l'enjeu de pouvoir mettre en place des stratégies pour ces enfants, pouvoir les protéger de certains aspects d'inégalité, etc., ça, c'est pas accessible, ou c'est le moins accessible aux familles pauvres, aux familles racisées. Et donc moi, ça m'intéresse parce que les enfants placés peuvent aussi être des enfants adoptés. Et une des raisons pour lesquelles l'adoption a été une catastrophe pour de nombreuses personnes adoptées, c'est justement qu'on ne s'est jamais demandé ce qui se passerait pour nous quand on serait adulte. C'est qu'on ne nous a jamais considérés comme étant des personnes à part entière, qui certes étaient d'abord des petites personnes. En plus, les enfants, je rappelle que c'est le seul groupe qui n'a pas de droit civique. Les enfants, par exemple, les enfants placés ne peuvent pas être représentés en leur nom propre par un avocat, justement, dans tous ces péripéties, avec les foyers, avec les centres éducatifs fermés, etc. Quand vous avez 14, 15, 16, 17 ans, vous n'avez pas de représentant légal qui vous est assigné et vous êtes en train d'essayer de vous défendre vous-même, c'est quand même incroyable que vous ne puissiez pas avoir votre propre avocat, au moins ça, quoi. Et donc pour moi, c'est hyper important puisque mon frère, à la base, était un enfant placé. Et mon frère a eu tout un parcours et un parcours qui l'a amené jusqu'à la prison. Et moi, ce que j'essaie de comprendre au travers du livre, c'est de me dire, c'était quoi ces chances statistiques d'y échapper, plutôt. Est-ce qu'il y avait vraiment une possibilité pour que ça se passe différemment de comment ça s'est passé? Et donc la réponse que moi je me fais, c'est non. Et par contre, j'aimerais pouvoir déplier ça sociologiquement. J'aimerais que des gens puissent faire des études là-dessus. J'aimerais qu'on sache, qu'on ait une vision très claire. Dans le monde de l'adoption, il n'y a pas eu d'études longitudinales sur le bien-être et le développement des personnes adoptées, que ce soit à l'adopté à l'international ou les personnes nées sous X. Moi, je suis née sous le secret. C'est une loi qui date de 41. Il y avait le temps de faire des études sur les gens comme moi. Dans mon entourage, et donc ça c'est plus de l'observation, mais je veux dire, voilà, la question du suicide elle est très présente. La question de la dépression, la question des troubles du comportement alimentaire, la question des addictions. Et dans d'autres pays, encore une fois, en Suède, aux États-Unis, au Canada, on a eu des études longitudinales, par exemple au sein de fratries où il y a des personnes adoptées et des personnes non adoptées. Et donc les études états-uniennes et suédoises montrent que dans ces fratries-là, les personnes adoptées ont 4 à 7 fois plus de chances de commettre des suicides que leurs frères et sœurs non adoptés. Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de se retrouver sur un terrain, dans un champ, et donc le champ de la famille, et en particulier le champ de la domination adulte, en fait, du droit des enfants, de la possibilité, effectivement, d'exister socialement, de voir ses droits reconnus, le droit à une identité, par exemple. En France, aujourd'hui encore, la loi permet de changer le prénom d'un enfant quand il est adopté en adoption plénière. Donc vous pouvez, quel que soit l'âge auquel vous êtes adopté, donc vous arrivez à 10 ans dans une famille, ça fait 10 ans que vous vous appelez, je sais pas moi, Jen, de là où vous venez, et puis du jour au lendemain, on vous demande de vous reconnaître quand on vous dit Héloïse. Mais en fait, ça fait 10 ans que vous êtes une personne avec son identité, avec sa langue, avec sa culture d'origine, et tout ça est nié parce que c'est la condition, encore une fois, de votre intégration / assimilation. Et là aussi, il y a tout cet enjeu de ce que tu disais, tu vois, la colonialité, elle est là aussi. Elle est dans cette perspective de comment on considère les enfants. Et moi, en fait, c'est vrai que ça m'intéresse de tirer les fils, parce que la réification des enfants, donc la transformation des enfants en choses, le fait que l'État les voit comme un outil qui va permettre de rentrer dans les communautés indigènes ou les autochtones, etc., ça commence à l'époque coloniale, en fait. Les migrations forcées d'enfants, ça commence pas avec l'adoption transnationale. Ça commence avec la gestion des métis des colonies. Ça commence avec l'épisode des déplacés de la Creuse, etc. C'est la même chose qu'il y a aussi ici avec la reconnaissance récente de ce qui a été fait aux métis du Congo, du Rwanda, etc. Donc en fait, l'histoire et la façon dont ont été traitées les personnes adoptées, ça s'inscrit dans un continuum colonial aussi.
Et ça, je veux dire, si nous, on ne fait pas le travail de remonter le fil, il est évident que ça ne va pas être fait du côté, justement, des groupes hégémoniques, etc. Et y compris, d'ailleurs, dans les féminismes blancs, où il y a un vrai souci, pour moi, aujourd'hui, justement, sur cette question de, entre guillemets, que fait-on des hommes ? Moi, je ne peux pas décorréler mon afroféminisme de la situation, de ce qui se passe aux hommes noirs, en fait. Ce qui se passe pour les hommes noirs, c'est pas possible. C'est mon frère, c'est mon neveu, c'est mon fils. Donc, je vais à un moment donné, moi, je trouve ça super qu'on ait aussi un grand moment de... Nous aussi, on a droit au défoulement, etc. Donc, c'est génial, les hommes, c'est caca, les hommes, je les déteste et tout, c'est super. Hein. Mais par contre, dans une perspective d'émancipation, par exemple, des communautés noires, ben moi, je ne peux pas me scinder. De la même façon que Kautar ne peut pas se scinder, on ne peut pas raconter nos histoires et on ne peut pas rêver d'émancipation si, en fait, on continue à tuer les garçons noirs et arabes, en fait. Pour moi, c'est pas, ça ne fonctionne pas. Et donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup là, dans nos écritures. Et à tout aussi, je pense, il y a un recueil qui est sorti récemment qui s'appelle « Nos amours radicales ». Et c'est très intéressant de voir la fracture raciale dans « Nos amours radicales », où toutes les personnes blanches parlent de leur émancipation individuelle et de comment, effectivement, il faut mettre tous les hommes cis au placard. Et toutes les personnes racisées qui écrivent dans ce recueil parlent de l'amour au sens de la famille, la collectivité, etc. Je pense que là, il y a un vrai enjeu aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans nos différentes communautés. Et à propos de la réification de l'enfant, enfin de la chosification de l'enfant et de toutes ces valeurs capitalistes qui rentrent en compte quand on parle de l'adoption, j'aimerais que vous nous réexpliquiez le titre de votre livre. Alors, Une poupée en chocolat, c'est issu d'une conversation avec une amie, et c'est vrai que le livre est aussi beaucoup écrit, j'en parle au début, dans cette idée de... donc c'est Sarah Ahmed, qui est une féministe britannique, et qui a théorisé ce concept de politique de la citation, que moi je trouve vraiment génial, qui est cette idée de s'inscrire aussi dans une forme de filiation intellectuelle, et de vraiment faire apparaître toutes les personnes qui ont écrit, qui ont permis de construire votre pensée intellectuelle, et d'aller donc de vos conversations informelles avec des copines jusqu'à effectivement des livres, mais en passant aussi par les podcasts, etc. Et d'essayer de tout mettre au même niveau, mais aussi dans cette idée de on ne fait disparaître les corps et les mots et les théories de personnes. Parce que ça aussi, dans le champ francophone, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la vulgarisation de théories anglo-saxonnes, très souvent développées par des personnes racisées, encore plus souvent par des femmes noires. Mais étonnamment, par contre, la note de bas de page sur qui est cette femme noire qui a développé le concept, qui est... Voilà, ça a souvent développé, ça a souvent disparu dans le champ francophone. Et donc, voilà, moi, j'essaie de donner à tout le monde aussi son... Voilà, rétablir les filiations, parce que aussi peut-être quand on n'a pas de filiation biologique très claire, au moins on peut avoir des filiations symboliques, intellectuelles, artistiques. Donc ça, c'est une conversation avec une de mes amies, noire et adoptée, où on parle de pourquoi elle est en rupture familiale, quoi. Et elle me dit qu'une des dernières fois, elle a essayé d'avoir une conversation sur les questions raciales avec sa mère, et où elle lui dit, en gros, pourquoi tu as adopté une fille noire quand clairement tu n'avais pas de sociabilité noire, tu n'avais pas d'intérêt pour les communautés noires, t'avais pas de... Et sa mère lui répond, dans le cœur de la bataille, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite poupée en chocolat. Et alors moi, j'ai fait ça, mais genre dans ma tête. Là, celle-là, elle m'a perdue en fait, parce qu'après moi, et ça aussi, il y avait le truc d'avoir des absences. Moi, j'ai aussi ce truc-là où en fait, moi, j'étais là, je me suis dit, moi, j'ai juste réussi à dire, mais pourquoi? Mais ça se mange les poupées en chocolat. Moi, j'étais, et voilà. Et alors à partir de là, c'était fini. J'étais dans ma tête, je me disais, mais attends, c'est quand même un délire, parce qu'en fait, les blancs, ils passent leur temps à faire des blagues de cannibales sur les noirs, et en fait, elle rêve de manger une poupée noire. Mais si tu réfléchis, l'esclavage, est-ce que c'est pas ce grand moment où tous les noirs disparaissent dans le ventre de l'Atlantique pour produire du sucre, et en fait, les cannibales, c'est les blancs. Bon, bref. Ouais. Donc ça, c'est le petit moment où elle m'a perdue, où moi, j'étais comme ça, genre, c'est incroyable qu'elle ait dit ça comme ça, quoi. Mais est-ce qu'elle n'y a pas pensé? Et donc, du coup, je trouvais ça tellement saisissant. Et donc, ça m'a quand même tellement saisi que, du coup, c'est le titre du livre, parce que je me disais, c'est son inconscient qui a parlé, parce qu'elle était énervée. Mais ça dit tellement de choses. Ça dit tellement de choses de la violence, de ce que peut être l'adoption transnationale, transraciale, quand justement ça n'a pas été politisé en amont, quand ça n'a pas été pensé, et que finalement, pour cette personne, il ne s'agissait pas de faire famille avec une petite personne.
Il s'agissait d'aller, voilà, je sais pas, remplir des fantasmes étranges, voilà, un rapport de domination en fait qui est ancré en elle et donc qui lui permet pas de voir les personnes noires comme des personnes et donc en fait de les voir comme des choses. Et donc du coup, à partir de là, effectivement, c'est le chapitre dans le livre où je parle de cette question de voilà, de la marchandisation de l'autre. De qu'est-ce que ça veut dire finalement. La colonialité, c'est aussi ça, c'est ce moment où les autres ne sont plus des êtres humains. Alors là, je veux dire juste légalement, le Code noir en France, c'est le premier texte de loi qui permet de réduire un autre groupe à un statut qui n'est pas un statut d'être humain. Le Code noir en France, c'est celui qui fait équivaloir le statut de bien meuble à celui de personne esclavisée dans la Caraïbe. Et donc, après, il y aura le code de l'indigénat, etc. Mais ça, c'est notre blueprint de la déshumanisation. C'est qu'à un moment donné, on a vraiment réfléchi et théorisé sur... voilà, et puis ça commence pas avec le code noir, hein, parce qu'en fait, c'est la controverse de Valladolid, ou le gros débat. Hein, on va donc aller coloniser voilà, tous ces nouveaux territoires. Et donc, que va-t-on faire des autochtones, d'abord? Alors, donc voilà, s'ils veulent bien se convertir au catholicisme, etc., d'abord, on doit décider s'ils ont une âme ou pas. Et donc, on décide que les autochtones des Amériques on aime et que les Noirs n'ont pas d'âme. Et donc du coup, ça va permettre de nous réduire au statut de bien meuble et voilà, d'animaux de trait, quoi. C'est ça dont il s'agit dans l'esclavage. Et puis de justifier le génocide dans les Caraïbes et les Amériques, puisqu'ils ont une âme, mais s'ils ne veulent pas se convertir au catholicisme, par contre, ils vont être tués. Donc ça, c'est le début. Et en fait, de cette histoire, de ce moment fondateur de la déshumanisation de l'autre avec un grand A et qui va donc prendre plusieurs formes au travers de l'histoire voilà, coloniale, esclavagiste française, il va y avoir effectivement ce processus qui fait qu'on n'est plus des êtres humains. Et donc, il va morpher au fil du temps. Donc, bien sûr, il y a l'esclavage, où là, vraiment, on n'est plus des êtres humains complètement, et on est là, on n'a même pas la propriété de ses enfants. Ça, j'en parle dans le livre aussi. C'est intéressant de voir pourquoi il y a un certain rapport à la circulation des enfants dans les communautés noires, au faire famille qui est différent. Mais si on regarde l'histoire de l'esclavage, c'est normal. Quand vous étiez une esclave, votre enfant à naître était la propriété du maître. Donc vous n'allez pas vous inventer une espèce de famille nucléaire avec le papa, la maman, le grand-père, etc. Quand tout le monde peut être déplacé d'un moment à l'autre sur une autre plantation, etc. Bien sûr que votre vision de la famille, elle est fluide. Bien sûr que votre conception de avec qui on fait famille, c'est en gros qui est là, quoi. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire famille, vous n'allez pas pouvoir survivre. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est de me dire, toutes ces choses-là, bien sûr, ne se formalise pas de la même façon. Hein, cette dame qui dit à sa fille « j'ai toujours rêvé d'avoir une petite poupée en chocolat », je fais la différence dans ma tête. Je sais bien qu'elle n'est pas une esclavagiste. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une vision réellement humaine de qui est l'autre en tant que personne noire et en tant que personne noire qu'on fait venir dans sa famille blanche si on n'a pas adressé cette histoire commune? Et si on ne l'a pas adressé dans cette idée que c'est notre histoire à tout le monde. Moi, ça, c'est vraiment la chose qui, moi, me fascine le plus. C'est peut-être la plus belle mystification française, c'est cette idée que l'histoire de l'esclavage et la colonisation, ce serait notre histoire. Mais les gars, nous, on ne se serait pas retrouvés dans la Caraïbe, on ne serait pas aujourd'hui ici. Alors encore plus dans l'adoption, c'est ça qui est génial, c'est que quand on nous parle voilà, de remigration, tout le vocabulaire de l'extrême droite, mais je veux dire là, littéralement, vous nous avez fait venir. Pour arriver par le biais de l'adoption transnationale en France, hein, c'est le ministère des Affaires étrangères qui délivre des visas pour faire rentrer les enfants qui ont été adoptés à l'étranger. Moi, je suis née sous X, c'est une belle loi française, ça a permis à l'État d'être mon premier parent jusqu'à ce que je sois adoptée. Donc en fait, je veux dire, si c'est un concours, voilà, un permis à points de qui est français, française depuis le plus longtemps, etc., en fait, très souvent, c'est nous qui gagnons. Vous voyez, par exemple, surtout là, les Noirs de la Caraïbe et tout, on est française contre notre gré depuis mais tellement longtemps, en fait. Donc du coup, ça devrait pas être là que ça se joue. Mais ça se rejoue dans nos familles avec divers vocables, avec même les préférences raciales dans l'adoption. Qui sont les familles qui adoptent des petites filles asiatiques et qui sont les familles qui adoptent des Noirs, hein. Moi, c'est ce que je dis. J'aimerais qu'il y ait plus d'enquête sociologique. Nous, on est plutôt adoptés chez les catholiques de gauche et les gens de gauche en général, etc. Les petites filles asiatiques, elles sont plutôt adoptées dans des familles bourgeoises. Parce que quels sont les stéréotypes sur les petites filles asiatiques? C'est qu'elles sont censées être dociles, et puis qu'elles vont bien performer à l'école, et puis qu'elles vont être aussi bonnes dans les instruments de musique classique. Hein, moi, j'ai une ribambelle d'amis adoptés asiatiques qui font du violoncelle, du piano, du violon, etc. Vous voyez ?
une ou deux, c'est pas, enfin, vous dites pourquoi pas. Mais là, je veux dire, il y a quelque chose aussi. Et donc, pour moi, cet enjeu, il est là, en fait. Tout ça, qu'il s'agisse de la fétichisation sexuelle, qu'il s'agisse des préférences raciales dans l'adoption, qu'il s'agisse de dire à sa fille, je rêvais d'avoir une petite poupée en chocolat, ça n'existerait pas si on n'avait pas cette histoire-là. Et donc, tant que ça ne vient pas acquis aussi, du coup, par les Blancs, tous ces enjeux-là, on va continuer à détruire des vies de personnes racisées. Et pour moi, l'enjeu, il est là, en fait. C'est qu'on est dans une conversation forcée avec le groupe majoritaire, mais parce qu'on veut vivre, parce qu'on veut que les gens comme nous puissent continuer à vivre, et que pour diverses raisons, être noir, être adopté, être arabe, etc., c'est être entouré par la mort, quoi, en permanence, et essayer de protéger les siens et celles qui sont autour et celles qui sont à venir. Et donc ces livres-là se font écho dans ça aussi. Je pense que ça se joue pas au même endroit pour nous aussi, même tous ces enjeux de lutte. Il y a le temps passe vite et il nous reste très peu de temps. Enfin, j'avais plein de questions, mais du coup, je voudrais en poser une dernière qui lie aussi un peu vos deux ouvrages. C'est quand même deux livres qui parlent de société, mais qui parlent avant tout de vous. Et vous avez pris chacune l'option de... Amandine, vous commencez par parler de votre quête, votre enquête pour retrouver votre mère. Kautar, vous commencez par parler de vos parents. En fait, vous racontez-vous, est-ce que vous considérez l'une et l'autre qu'aujourd'hui, parler de société, c'est d'abord parler de soi ? Je pense que la question des justifications, dans mon cas, de la forme autobiographique, elle est complexe, au sens où mon expérience au sein du champ littéraire et à travers la forme romanesque, ça a été une expérience teintée de choses parfois positives, mais aussi de choses parfois plus négatives, voire plus difficiles. Et comme je le dis souvent, je suis entrée en littérature dans un élan de curiosité, mais aussi de passion, mais aussi de volonté d'affirmation individuelle. Il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était très important pour moi, et quelque chose qui, au fur et à mesure, a très largement été, on pourrait dire, balayé ou enseveli sous les formes de racialisation, sous les formes de sexisme, sous les formes de mépris de classe, qui structurent le champ littéraire de manière extrêmement forte. Et disons que le chemin qui a été le mien pendant un certain temps, ça a été de me dire si je suis un objet, si je suis objectivée, si mon apparence parle pour moi, si mon corps parle de moi et pour moi et à ma place, si lorsqu'une rencontre est annoncé et que les individus ont déjà à l'esprit un certain univers, un certain fantasme, une certaine imagerie liée par exemple à mon prénom et mon nom de famille, peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me retrouve, que je me reprenne, que je me repossède et que je redevienne mon propre objet, en fait. Et j'avais cette ambition-là, entre guillemets, d'être partout à la fois, d'être à la fois celle qui regarde, mais aussi celle qui est regardée, d'être l'image, mais d'être aussi la voix, d'être celle qui est l'objet du discours, mais aussi le sujet producteur de ce discours. Donc dans l'exercice autobiographique, il y a pour moi cet enjeu-là, qui est un enjeu de singularisation, c'est-à-dire un enjeu de destruction clair, net et évident des groupes naturels, c'est-à-dire cette idée selon laquelle nous aurions une appartenance raciale qui déterminerait à l'avance nos comportements, nos pensées, nos modes de vie, nos modes de réflexion, etc. Et c'est aussi évidemment parce que j'estimais que le genre autobiographique, entre guillemets à la française, bien que je ne fasse pas de généralité, était très marqué par la question de la classe, était très marqué par la question de la domination masculine, qui sont des formes d'exploitation, oppression extrêmement centrales. Mais je percevais aussi évidemment à quel point les écrivains et écrivaines qui étaient producteurs de ce type de récits autobiographiques vivaient, existaient, avançaient dans ce que moi j'appelle souvent une forme de confort national, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais soupçonnés de trahir la France en la critiquant de manière extrêmement radicale. Ils n'étaient jamais sommés de remercier qui que ce soit,
même s'ils pouvaient faire preuve d'ingratitude et d'égoïsme. Et cette différence, on pourrait dire, cette situation de plainte et de revendication politique qui est soit perçue, soit laissée comme lettre morte, elle n'est pourtant jamais, entre guillemets, poussée jusqu'à ce que l'on s'entende dire, dans ce cas-là, rentrez chez vous. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez partir. Vous pouvez vivre ailleurs. Est-ce que vous pensez que dans une société islamiste, vous auriez le droit à tout ce dont vous avez le droit en France, qui est quelque chose qu'on me pose véritablement souvent. Donc du coup, je m'interroge. Comment serait ma vie dans une société islamiste? Mais plus sérieusement, c'est tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, c'était extrêmement important pour moi de me recentrer, en fait. Et encore une fois, quand je dis moi, je crois que c'est bien plus que ça, en fait. Le récit part de moi, il parle de moi, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Et j'étais très soucieuse comme dit Amandine, de poser la question de la famille et de dire que les expériences minoritaires sont des expériences extrêmement puissantes, sont des expériences qui tout d'un coup vous rendent proches d'hommes et de femmes, bien qu'a priori vous n'ayez rien en commun avec elle ou avec lui, si ce n'est la stigmatisation, si ce n'est cette forme de répétition des contraintes qui pèsent sur votre vie. Autrement dit, ça crée un lien qui est un lien politique, et cette question du lien politique, cette question du faire ensemble quelque chose pour que les choses changent, et pour que les choses changent dans une direction tendue vers la question de l'égalité, vers la question de la reconnaissance, vers la question, on pourrait même dire, de la redistribution des richesses et des ressources, même si je sais que le terme redistribution n'est plus du tout à la mode et qu'on est passé à autre chose. Il me semble que la question des conditions matérielles, elle reste absolument fondamentale. On en parlait auparavant pendant que nous mangions en attendant de vous rencontrer, mais la question de l'accès au logement, la question de l'accès à l'emploi, en pleine période de crise sanitaire, la question de l'accès aux soins, sont des questions absolument fondamentales, qui fait que votre vie est une vie vivable ou au contraire est une vie invivable. Et on sait à quel point les politiques d'État, encore une fois, puisqu'on n'est pas là dans des phénomènes individuels, on est bien dans des phénomènes qui mettent en jeu des rapports de pouvoir et qui mettent en jeu aussi beaucoup des formes de gouvernement des populations, on pourrait même dire des formes de gouvernementalité de populations qu'on juge ingouvernables, et c'est bien parce qu'elles sont essentiellement ingouvernables qu'on va chercher à les gouverner encore plus. Comme je le disais avant, par exemple, le fait de considérer que parfois la police n'est pas suffisante, qu'il faut recourir à l'armée, ça dit bien la manière dont on estime que certaines populations ont besoin d'être contrôlées, non plus policièrement, mais de manière militarisée. Tous ces événements-là qui peuvent apparaître comme déliés ou décorrélés font en vérité sens. Et ils font sens au niveau de l'État, mais ils font surtout sens au niveau des individus dont les existences ne cessent d'être déviées, ne cessent d'être perturbées, ne cessent d'être interrompues, pour ne pas dire brisées et littéralement détruites. Donc cette situation, elle est propre, je crois, à nous tous, et pour ceux qui vivent en Belgique, mais aussi en France ou ailleurs, je crois qu'actuellement, nous sommes nombreux et nombreuses à chercher comment nous pouvons faire pour peser sur le cours à la fois de nos vies, mais aussi sur le cours des vies dont on se sent proche ou dont on se sent a fortiori responsable. Et je crois que, sans être dans une forme d'exagération, mais il se passe quelque chose. La concomitance, on pourrait dire, des publications du livre d'Amandine, des Amours radicales, des ouvrages collectifs, du mien, et puis on pourrait citer encore beaucoup d'autres livres de personnes qui ne sont pas présentes ici avec nous, mais qui sont bien présentes dans nos imaginaires de pensée, dit que quelque chose est en train de se passer. Et moi, c'est quelque chose que j'aime à dire. J'aime à dire que les choses bougent, mais ce n'est pas suffisant, elles doivent changer, et elles doivent changer dans la bonne direction. Et je crois que c'est extrêmement important que chacun fasse sa part de la manière dont il est possible de la faire. Et
l'écriture, ou en tout cas la publication d'ouvrages, comme je le disais auparavant, peut venir contribuer à une forme de guerre de position, en fait. On voit bien de quelle manière, en face, il ne cesse de s'armer idéologiquement. Du côté de l'extrême droite et des groupes néofascismes, c'est évidemment des armes dont il est question. Je crois que c'est important aussi que du côté des espaces qui pensent l'émancipation, cette question de la préparation, la question de comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réfléchit, avec quoi on pense, avec qui on réfléchit, comment est-ce qu'on fait pour faire des choses ensemble et pour gagner du temps. La question du temps, elle est centrale. Passe par là, passe par le fait aussi de se dire à un moment donné, mon expérience à un moment donné n'a de valeur que si elle est capable de faire office de miroir. Et moi je crois beaucoup en cela, je crois beaucoup en l'image des miroirs collectifs, qui sont des choses qui passent parfois par la question de l'autoportrait, comme le récit autobiographique, comme nous existons, mais il n'y a pas pour moi d'autoportrait qui ne soit pas aussi porteur de cette ambition-là, que d'autres personnes s'y retrouvent différemment ou pas, mais en tout cas qu'il y ait quelque part un lieu de retrouvailles. Je vous remercie beaucoup. Amandine, vous vouliez répondre rapidement parce que le temps imparti est comme ça. Oula. Oui, en fait, en plus, moi, je pense qu'on a grandi, on a étudié en particulier la sociologie, ou en tout cas l'écriture académique, presque aux mêmes époques. À un moment, on a voulu nous faire croire que le « nous », c'était un terme qui pouvait être utilisé comme étant un terme neutre et objectif qui permettait effectivement de ne pas être là en train de parler à la première personne. Et en fait, ce « nous » n'était pas du tout neutre ou objectif, c'était plutôt justement le « nous » de la minorité hégémonique que sont les hommes blancs en fait. Et eux, quand ils écrivent « nous », ils veulent dire « je ». Et à l'inverse, nous, quand on écrit « je », en fait, on veut dire « nous ». Voilà, c'est un peu ça, je dirais, où il y a une différence et où effectivement, ça rejoint complètement ton approche du miroir. Pour moi, le texte autobiographique, déjà, c'est un espace de liberté. Parce qu'en particulier dans le cinéma, et en particulier quand on fait des films d'entretien, on a la responsabilité de la vie des autres. Et donc là, il y a aussi tout un enjeu de jusqu'où je peux aller, par exemple dans le discours politique, dans un film donné, que ce soit Ouvrir la voie ou Une histoire à soi, quand en fait, en particulier Une histoire à soi, où là on est sur des récits de vie, donc de vie de famille, parce que justement, c'est pas juste la personne adoptée qui parle, mais ça l'engage elle, toute sa famille, il faut que tout le monde accepte de partager les archives, etc. Donc moi, j'ai aussi une responsabilité qui est que je peux aller jusqu'à un certain point, parce que je ne suis pas là pour faire exploser les cellules familiales des gens qui participent au film. Quand je prends la parole dans un livre en mon nom propre, là j'ai toute l'attitude et j'ai toute la liberté, et aussi effectivement une forme de liberté créative qui est aussi de pouvoir écrire au féminin générique, qui est une chose que je voulais faire depuis des années et que je ne m'autorisais pas dans le champ universitaire en me disant déjà que je travaille sur les questions raciales, déjà que etc. Si en plus j'écris au féminin générique, voilà, là c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Donc je ne fais pas. Mais pourtant, pour moi, c'était hyper important parce que ça vient aussi poser cette question-là. De qui est l'universel ? De qui est l'objectivité ? De qu'est-ce que ça veut dire de se lire en étant toujours centré dans le récit ? Et donc, du coup, pour moi, c'était ça. C'était, j'écris au féminin générique. Et donc, du coup, quand je dis les adoptés et ES, je parle de toutes les personnes adoptées. Et c'est une petite gymnastique au début. Mais en fait, très vite, on s'habitue. Et du coup, pour moi, l'enjeu, c'est de me dire, mais ça veut dire quoi de se construire dans un monde où la norme, c'est vous ? Où le neutre, c'est vous, où en fait toutes les histoires qui sont racontées, c'est vous. C'est incroyable. Je veux dire, c'est ce truc, effectivement, qu'ont les hommes cis d'avancer dans le beurre. C'est genre d'être dans ce monde qui a été construit pour eux. Alors bon, plus s'ils sont blancs que s'ils sont non blancs, mais par exemple, dans le cinéma, dans la littérature, même dans la sociologie, c'est particulier en fait. Et donc je me dis, voilà, c'est aussi un endroit où je peux travailler sur... Enfin, je veux dire, on peut dire, voilà, les mots sont importants, il y a de la politique dans le langage. En fait, si tu écris au féminin générique, tu n'as même pas besoin de le dire. Toute personne qui va dire ça en prend conscience. Donc ça, pour moi aussi, c'est important. Et donc, l'enjeu du récit autobiographique, c'est la liberté, c'est recentrer les gens comme moi au milieu du récit et au milieu de la société, parce qu'en fait, tout cet enjeu aussi de la marge, du centre, etc. Mais est-ce que le regard le plus précis sur nos sociétés, il ne vient pas justement de ces marges-là ?
parce qu'on a passé tellement de temps, nous, à devoir observer, à voir comment on était voilà, perçu, etc. On a une lecture qui est très, très pointue, et encore plus quand vous êtes une personne adoptée, parce que là, pour le coup, bah, vous avez grandi au sein de familles blanches. Donc vous avez en plus ce degré d'intimité et de proximité que n'ont pas les enfants d'immigrés, qui fait que c'est un regard très, très, très particulier. Et ça vous force, si vous n'êtes pas détruite dans ce processus, et là, on en revient aussi à ces questions de destruction, parce que c'est quand même très violent. Et donc, si vous n'êtes pas détruite, etc., c'est l'occasion aussi de pouvoir s'inventer soi-même. Et la littérature, le cinéma, c'est aussi ça, c'est pouvoir écrire, c'est pouvoir imaginer. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait aussi de beaucoup travailler sur cette question de l'auto-engendrement. Comme je vous ai dit, bah, c'est les filiations symboliques. Si je ne peux pas retrouver mes familles de naissance, dans quelle histoire je peux m'intégrer? Bah, je peux m'intégrer de façon plus globale dans l'histoire de la colonisation, dans l'histoire de l'esclavage. Les déplacements, les migrations forcées, c'est l'histoire des communautés noires dans la Caraïbe, mais c'est aussi l'histoire de l'immigration. Parce qu'encore une fois, nos pays d'origine n'auraient pas été perturbés par les empires. Bah oui, c'est vrai qu'on ne serait pas là. Mais l'histoire, elle est comme ça. Et donc, du coup, maintenant, on est là et on va toutes et tous se débatouiller avec ce bout d'histoire commune. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'était aussi ça, c'était de se dire, on n'est pas obligé d'être défini que par le vide, la perte, le trauma, qui sont effectivement les expériences autant des personnes issues de l'immigration postcoloniale ou de l'histoire de l'esclavage ou des personnes adoptées, mais on a réinventé tellement de choses. Je veux dire qu'il s'agisse justement du créole, qu'il s'agisse de nouvelles religions, qu'il s'agisse de nouvelles musiques, etc. C'est aussi ça, l'expérience des minoritaires. C'est l'expérience d'inventer des nouveaux modes de faire famille quand on nous détruit nos familles biologiques. C'est tellement de laboratoires d'expérimentation. Et ça, je pense aussi que dans un moment comme aujourd'hui, qui est très violent, remettre ça au centre, notre capacité créatrice, notre capacité d'invention, notre liberté aussi, même quand elle est réduite, tant qu'on a l'art, quoi, on aura toujours un espace de liberté. Et donc, c'est tout ça, c'est là-dedans. Ça nous fait du bien. Je vous remercie beaucoup, Amandine. Je vous remercie, Kautar. Merci d'être restée. Merci beaucoup.